à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Omnivore, année 2024, millésime 2024. On va commencer fort aujourd'hui sur le Food Forum avec un sujet hautement d'actualité. On va l'aborder, vous verrez, avec des angles et des points de vue variés et très intéressants. Je suis Lorraine Petit, je suis journaliste, je suis animatrice aussi pour toute cette scène forum pendant les 3 jours qu'on va vivre ensemble. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, un dimanche. Comme vous le voyez, Estérelle n'est pas là, elle va arriver en cours de route. Il y a un petit problème de train et elle va nous rejoindre. On va commencer pour ne pas prendre de retard et sans plus tarder, je voulais juste vous raconter, introduire cette table ronde par une histoire. Moi, j'ai passé mon CAP cuisine il y a quasiment 10 ans. Et j'ai passé mon CAP en alternance dans un restaurant bistronomique parisien. J'étais la seule femme et avec des hommes qui n'avaient jamais travaillé avec des femmes. Moi, c'était entre mes 2 années de master et je suis tombée de haut en me rendant compte d'où on partait sur la prise en compte du féminisme en cuisine et ne serait-ce que du respect des gens et des femmes en cuisine. Donc voilà, je ne vous fais pas le dessin, pas de vestiaire et encore moins de vestiaire non mixte. Des remarques lubriques et déplacées aussi bien sur moi que sur les femmes en salle, que sur les clientes, que sur toutes les femmes en fait qui se présentaient dans le restaurant. Donc ça c'était il y a 10 ans. Je me demande ce qui a changé depuis. Ça va être l'une des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que ça a changé? Entre-temps, il y a eu MeToo. Entre-temps, il y a eu Balance ton porc. Est-ce que les hommes ont pris la mesure du problème ou est-ce qu'ils pensent encore que tout est bon dans le cochon? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On sait aussi que, donc je voulais aussi poser la question, est-ce qu'on est passé d'une cuisine féminine? Moi, quand j'étais au PASS, on me disait c'est bien, c'est délicat, c'est parce que t'es une femme, t'as une cuisine féminine et délicate. Je me suis dit, mais ça c'était il y a 10 ans, ça a changé. Et quand on regarde certains programmes de télé, on se rend compte qu'on entend encore ces commentaires de cuisine féminine, donc pseudo-féminine. Donc est-ce qu'on est passé d'une cuisine féminine à une cuisine féministe? On va le voir avec vous deux et avec Estérelle qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je vous présente Manon Fleury, tu es chef du restaurant Datil à Paris, ouvert il y a 1 an quasiment. Presque un an. Et étoilé au bout de 6 mois d'ouverture. Première étoile obtenue en mars de cette année. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et Alvina Ledru-Johansson, merci beaucoup d'être avec nous. Tu habites maintenant à Lyon. Tu es une journaliste reconvertie en cuisine. Tu avais à la fois fait des études de journalisme et de cuisine. Tu as passé ton CAP également en reconversion comme moi. Et aujourd'hui, tu as remis le tablier. Tu travailles au Bouillon Barat à Lyon. Et tu as le projet d'ouvrir ton propre restaurant. On pourra y revenir. Et tu as fondé le magazine Cul de Poule qui parle de bonnes femmes et bonne bouffe. Et tu as sorti 2 numéros, un sur les fromagères et un sur les vigneronnes. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, Manon, je voulais revenir sur un épisode que tu as vécu justement au moment de l'obtention de ton étoile. Il y a eu toute une médiatisation autour de toi et de ton équipe, de ton restaurant et de ta façon de travailler à ce moment-là. Et notamment une émission d'envoyé spécial. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Donc Manon raconte qu'elle embauche principalement des femmes en cuisine. Et résultat, que se passe-t-il? Des tonnes de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, des avis, les pires notes possibles sur Google, de personnes qui évidemment n'ont jamais mis les pieds dans ton restaurant parce que sinon c'est pas drôle. On se dit, déjà, qu'est-ce que tu t'es dit en voyant ce retour de bâton alors que tu avais simplement dit que tu privilégiais l'embauche de femmes dans ton restaurant? Qu'est-ce que ça dit de là où on en est de la prise en compte des questions féministes en cuisine et comment vous avez réagi avec ton équipe? D'abord, on a été effectivement surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le fait, qu'on promeuve les femmes en cuisine et qu'on les mette en avant et qu'on dise qu'on voulait faire changer les choses puisse autant choquer encore en 2024, parce que c'est quand même pas grand-chose. Donc on a été très surprise. Après, on a rapidement réagi justement pour arrêter ces commentaires sur Google, etc. Donc voilà. Et rapidement, en fait, on s'est dit que c'était peut-être sans doute trois hommes un peu frustrés derrière leur ordinateur qui avaient
fait ce déferlement de commentaires. Donc on s'est dit que c'était pas très grave. En revanche, on s'est dit que justement ça a renforcé nos convictions sur le fait que les combats qu'on menait et les valeurs qu'on essaie de promouvoir au sein de Datil étaient essentielles et qu'il fallait continuer. Et finalement, du coup, on n'a rien changé à notre manière de faire. On a juste dit à nos équipes que, évidemment, tout ça, c'était de la politique. Et que si eux se sentaient dérangés par ça, s'ils se sentaient en insécurité, il fallait nous le dire. Donc, on a essayé de aussi préserver notre équipe. On s'est un peu préservé de la communication aussi à ce moment-là, en disant, bah voilà, on va un peu baisser le pied, sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui crée des déferlements. Et voilà, le plus important pour moi, c'était l'équipe. C'était que l'équipe se sente en sécurité et que, notamment les femmes qui font partie de l'équipe, puissent se dire, OK, on est dans un endroit ce qu'on voulait faire à la base, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles soient en sécurité et qu'elles se sentent en confiance pour évoluer avec nous. Et je pense que c'est quand même le cas aujourd'hui. Et donc on a continué avec notre manière de faire. En revanche, ce qui a été très étonnant, c'est que notre clientèle aujourd'hui vient aussi, donc elle vient pour évidemment manger, se faire plaisir, se régaler, elle vient pour notre cuisine, pour l'expérience qu'on apporte chez Datil, avec aussi le vin, il y a Valentine qui est là, voilà, avec toute l'expérience qu'il y a en salle, avec tout ce qu'on a construit, mais elle vient aussi pour ces valeurs-là. Je pense qu'il y a beaucoup de clients qui nous le disent, qu'ils ont été très touchés par ça, et je pense qu'aujourd'hui un restaurant, il faut qu'il y ait une ligne qui soit claire, et comprendre aussi ce qu'on a envie de faire. Et je pense que pour nous, c'est assez clair, même si c'est pas, on ne veut pas que le client se sente oppressé par justement les valeurs qu'on défend. Mais voilà, je pense qu'on a une clientèle qui a l'image de la clientèle qu'on a envie d'avoir au restaurant, et on est hyper fiers de ça. Et il y a cette clientèle aussi qui existe et qui a envie d'aller dans les restaurants gastronomiques, parce que c'est un restaurant gastronomique. Et ça, on est très fiers de ça. Parce que sur le recrutement, finalement, tu as de fait une équipe majoritairement féminine, mais pas exclusivement. Tu ne discrimines pas complètement les CV d'hommes quand ils se présentent, mais tu me disais que tu as principalement des demandes aussi entrantes de femmes. Je pense que c'est un peu un cercle vertueux, c'est-à-dire que comme on a parlé justement de la place des femmes dans les cuisines, qu'on a aussi eu des super profils de cuisinières, de personnes qui sont en salle, qui sont à des postes à responsabilité, et que les gens extérieurs voient ce travail-là et voient que ces femmes évoluent avec nous, ça attire évidemment des CV de femmes qui se sentent en sécurité. Ce qui montre que quelque chose qui est assez... le contre-exemple de ce qu'on a dit pendant longtemps, c'était qu'il n'y avait pas de femmes dans le secteur ou pas de femmes qui voulaient aller travailler dans des restaurants gastronomiques. Et en fait, c'est faux, puisque nous, on reçoit énormément de CV de femmes. Donc, on montre par l'exemple que c'est faux. Simplement, il faut leur montrer qu'on est apte à les recevoir, apte à les accueillir, et qu'elles se sentent la possibilité d'évoluer avec nous et en confiance. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, parce que pour des restaurants qui aujourd'hui voudraient faire évoluer le fait, et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a un chef qui est assez reconnu qui m'a envoyé un message en me disant je trouve que j'ai pas assez de femmes dans ma cuisine, est-ce que tu as des CV féminins à m'envoyer, parce que je trouve ça pas cool d'avoir une équipe trop masculine. Et j'ai trouvé ça bien, donc je lui ai envoyé des CV de femmes. Donc je trouve que du coup ça montre que c'est possible et que ça va dans le bon sens. Ouais. On reparlera ensuite justement des pratiques que tu mets en place avec Lorraine Barjou et tout le reste de ton équipe pour justement assainir les relations de travail, que ce soit entre les femmes, mais en fait entre tout le monde au sein de ton équipe. Avant ça, Alvina, je voulais revenir sur ton expérience. Toi, donc, tu as aussi passé un CAP. L'introduction que je faisais sur mon expérience de CAP, tant d'autres femmes l'ont vécu, et parfois aussi avec des conséquences bien plus terribles que les miennes. Et ça aussi a dissuadé beaucoup de femmes de continuer dans les métiers de la cuisine et de la restauration, en se disant mais en fait, si c'est pour travailler dans ces conditions, ce sera sans moi. Toi, tu as fait un chemin un peu particulier, donc tu as commencé en tant que journaliste, et ensuite tu es revenu à la cuisine. Tu peux nous raconter ce basculement et le choix d'avoir un pied dans les deux mondes? En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai eu la même expérience que toi, où clairement, la première expérience que j'ai eue dans un restaurant, c'est extrêmement mal passé.
avec un chef de parti qui me draguait à longueur de journée, qui, quand je l'ai repoussé, a commencé à me pourrir pendant tous les services. Et j'étais la fautive, et le chef, du coup, s'en est pris à moi. Et donc, quand j'ai quitté ce restaurant-là, je me suis dit, mais la restauration, plus jamais. Et donc, pendant 10 ans, j'étais journaliste, féministe de conviction. Je me suis dit que je voulais lier mes convictions et mon métier de journaliste. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé Cul de Poule, pour valoriser les femmes qui exercent des métiers de bouche. Et comme le disait Manon, en fait, d'aller les chercher, parce qu'elles sont très peu médiatisées, donc très peu visibles, et donc de faire mon métier de journaliste, de chercher un petit peu partout, de les mettre en avant pour montrer qu'elles étaient là, qu'elles pouvaient devenir des modèles pour d'autres femmes, et que celles qui hésitaient à se reconvertir ou à se lancer dans ces métiers-là puissent le faire. Et au bout de quelques années, j'ai décidé d'arrêter pour plein de raisons. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je sais faire d'autre que d'écrire ? Faire la cuisine. Mais ça a été assez compliqué pour moi de me dire que j'allais retourner dans cet univers-là, parce que j'avais eu une très mauvaise expérience. Et que pendant ces 5-6 ans où j'ai travaillé sur Cul de Poule, tous les témoignages que je récoltais, c'était les mêmes. En fait, les choses ne changent pas, ou alors très peu, et clairement pas assez rapidement. Et dès qu'on monte dans la qualité du type de restaurant dans lesquels on travaille, donc plus on atteint les étoiles, plus les conditions de travail pour l'être humain, parce que femmes comme hommes, les conditions sont assez catastrophiques. Donc vraiment, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai envie de retourner là-bas ? Est-ce que les choses ont changé ? Et en fait, je suis tombée dans une cuisine où le second de cuisine est féministe, où un mot mal placé, en fait, la personne part de la cuisine et ne reste pas. L'homophobie, il n'y a pas de blague homophobe, il n'y a pas de blague grossophobe. Ça existe, quoi. Ça existe. Yes. Je pense trop peu. Ouais. Parce que c'est pas vraiment ce que j'entends de tous mes amis qui travaillent en cuisine, mais ça existe. Mais il faut que les gens soient formés à ces questions-là, soit que les recrutements soient faits intelligemment en trouvant des personnes, en cherchant des personnes qui sont intéressées par ces thématiques-là. Parce que ça vient de l'intérieur, en fait. Si on veut changer les choses, il faut que ça vienne de l'intérieur. Et pas que, les guides, les médias, etc. ont leur rôle à jouer aussi, selon moi. On va revenir aussi bien sur la question du rôle des médias et aussi sur la question de la formation juste après. Avant ça, je voulais que tu reviennes peut-être sur le pourquoi du comment de Cul de Poule et sur comment ça s'est... quel accueil tu as reçu aussi dans notre univers de la gastronomie. Est-ce que tu peux en dire plus ? Parce que c'est pas que sur les chefs, là c'était surtout sur des artisanes, en l'occurrence, d'abord les fromagères et ensuite les vigneronnes, pour vraiment comprendre, comme une sorte de boîte à outils aussi pour des personnes qui voudraient se lancer, avec des témoignages variés de personnes qui sont dans ces métiers-là depuis quelques années et qui ont pavé la voie pour des nouveaux talents. C'est ça, en fait, l'idée de Cul de Poule, c'était vraiment de valoriser, et valoriser dans le sens où ne pas parler du négatif, mais de vraiment mettre en avant le positif. Je suis quelqu'un qui prend les choses très à cœur, qui suis très souvent en colère, et je ne voulais pas que ce média soit l'endroit où je déverse ma rage et ma colère. Donc je voulais vraiment quelque chose de positif, et je pense que c'est en partie pour ça que ça n'a pas déplu aux hommes journalistes qui ont parlé de Cul de Poule, parce que ils se sont dit que c'était presque pas féministe. C'était un peu déguisé, maquillé, bien emballé. C'est ça. D'un côté, tant mieux pour moi, parce que comme ça a pu intéresser certains hommes. Mais voilà, l'accueil a été plutôt très, très positif. Voilà, parce que je mettais en avant le manque de mise en avant des femmes, mais justement en les mettant en avant le plus possible. Et dans les magazines, il y avait aussi pas mal de témoignages. Mais voilà, c'était pas des articles ou des enquêtes qui pouvaient plomber l'ambiance. Enfin, c'est pas vraiment le bon terme, parce que ce type d'articles et de sujets sont nécessaires. Mais voilà, moi, c'est pas ma façon je ne sais pas faire.
Donc voilà, je voulais faire ce que je savais faire, et ce que je sais faire, c'est mettre en avant le côté positif des choses. Donc les 2 magazines sont encore en vente, disponibles sur ton site. Oui. cul-de-poule.fr. Et par contre, sur le fait d'avoir choisi d'arrêter cette aventure-là, ou de la mettre en pause pour mieux peut-être la faire renaître ensuite dans un deuxième temps, est-ce que parmi les raisons qui t'ont fait arrêter, c'est aussi qu'en fait parler de ces sujets, c'est s'essouffler et c'est se fatiguer aussi personnellement, que de devoir tout le temps porter les sujets? Non, parce que c'est ce que je continue à faire au quotidien, parce que c'est vraiment la personne que je suis. Pour la petite parenthèse, je suis franco-suédoise, et en Suède, le féminisme n'est même pas une option, en fait. Toutes les personnes sont féministes, donc moi je suis féministe depuis que je suis petite. J'ai mis du temps à l'entendre, qu'en France j'étais véritablement considérée comme une personne féministe, mais ça fait vraiment partie de moi. Par contre, là où je suis un petit peu triste, c'est de voir que quand on porte des projets qui sont très engagés, c'est très difficile d'avoir du soutien, peu importe, que ce soit des institutions, d'entreprises privées. Et donc financièrement parlant, quand on lance quelque chose qui est très engagé, mais peu importe le sujet, la thématique, c'est extrêmement compliqué d'en vivre économiquement parlant. Ou même le fait d'être... J'avais vu une statistique qui disait que le fait d'être une femme réduit nos chances d'un gros pourcentage d'avoir des prêts auprès des banques. Donc on verra aussi, je ne sais pas si Manon, tu as été confrontée à ça aussi au moment du lancement de Datil, ou si tu as fait un montage financier un peu différent. Mais en fait, quand on va en tant que femme face aux banques avec un projet de restaurant, de magazine, on a statistiquement moins de chances d'obtenir le prêt ou de l'obtenir dans les conditions qu'on veut l'avoir. Manon, justement, peut-être que tu peux nous dire à la fois comment tu as vécu l'ouverture de ton restaurant après avoir beaucoup bougé, été chef itinérante, travaillé et vu beaucoup de cuisine et de modes de fonctionnement aussi. Et qu'est-ce que tu as mis en place avec ton équipe pour que tous les agissements sexistes et violences sexuelles n'aient pas lieu chez Datil? Le Datil, c'était un peu aussi l'aboutissement, pour moi, de mon parcours de cuisinière. J'ai mis du temps à trouver un lieu. On en parlait avec Alina avant la table ronde. Ça prend du temps de construire un projet, de structurer un projet, parce qu'on ne passe pas du statut de cuisinier, chef de cuisine à chef d'entreprise du jour au lendemain. Donc pour moi, ça a été une lente mutation. Et j'ai l'impression que j'ai justement eu le temps pour faire cette mutation et pour arriver au moment où j'étais prête à ouvrir le restaurant. Et c'est arrivé au moment de Datil. Et donc tu parlais effectivement de Lorraine, qui m'a aussi beaucoup accompagnée dans ce projet sur le plan de la cuisine, et aussi sur le plan de penser le projet esthétiquement. Il y avait aussi, j'étais très accompagnée sur le point financier, administratif, par une autre femme, parce que je suis aussi beaucoup entourée par des femmes, qui s'appelait Héloïse, qui m'a vraiment aidée sur toute la partie administrative, gestion, aussi pour aller voir les banques. Et moi, j'ai pas été confrontée à ça. J'ai eu des prêts tout de suite, des accords tout de suite des banques, même si on est un peu, c'est une course contre la montre et c'est hyper dur. Pour moi, ça a été presque la période la plus dure d'aller chercher les financements, mais j'ai été hyper bien accompagnée. Et donc j'ai l'impression que j'ai ouvert Datil à un moment où j'étais prête, où j'avais effectivement eu assez d'expérience par les résidences, par les pop-up, pour ouvrir et pour ouvrir assez sereinement, même si c'est toujours très difficile et une tannée d'ouvrir un restaurant, et il faut que les équipes soient solides et on emmène tout le monde avec nous, donc c'est toujours très dur. Mais on a eu l'impression d'ouvrir de manière, parce qu'on avait fait beaucoup d'ouvertures avant, de pop-up, de résidences, de restaurants, en construisant des projets très rapidement. Donc on a eu des bons exercices avec Lorraine, donc on a eu l'impression de le faire en disant ok, on est prête, on y va. Et puis ensuite, sur les outils qu'on a mis en place, dès l'ouverture, on a mis une sorte de règlement intérieur en place, un guide de bonne conduite en gros, qui rappelait nos valeurs, qui rappelait effectivement aussi ce qu'on n'avait pas envie de voir. Donc, pas de racisme, pas d'homophobie, pas de sexisme. Ça peut paraître évident pour les entreprises de base. Je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les entreprises de la restauration. Donc je pense que c'était bien de fixer un cadre qui soit clair. Et je pense que pour l'équipe, c'était aussi clair dès le début. Il y a Estherelle qui arrive, je la vois. Super. Donc
ça nous a aidé à poser un cadre et on a fait une réunion de rentrée, on en fait très régulièrement. C'est aussi on a plein de petites choses qu'on a mis en place et qu'on va continuer à mettre en place parce que, comme disait Avina, je pense que la formation, c'est clé. Et je pense qu'il faut que les chefs d'entreprise, les chefs se forment au management parce qu'on parle des femmes, de la place des femmes, mais je pense que le sujet clé, c'est ramener un côté sain dans notre secteur, quelque chose d'équilibré avec du management, comme dans les autres entreprises. Et je pense que notre secteur a vraiment souffert de ça. C'est du fait que les chefs n'étaient pas formés, les chefs d'entreprise non plus. Et voilà, avec Lorraine, on a entamé une formation et un coaching en management. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas les clés. On pourra en parler après. Mais voilà, c'est des choses qui nous ont servi, qui vont nous servir pour la suite. Et donc, avec le guide de bonne conduite, on avait aussi qui nous sert toujours pour accueillir les nouveaux arrivants, un guide de fonctionnement qui permet de comprendre le restaurant, des trucs basiques, mais genre quel jour on sort les poubelles, quelle tenue il faut avoir le matin, ce qu'on attend de vous quand vous arrivez, etc. Qui permettent aussi d'avoir un cadre qui est super clair pour les équipes. Bienvenue Esther El Payani, merci Bonjour. de nous avoir rejoints. Je vais te laisser reprendre ton souffle avant de te poser la première question. Merci d'être avec nous, on est ravis de t'avoir. Merci Tout le SNCF. monde criait ton nom dans la salle en t'attendant. Pas loin. Bon, je suis prête, là, je suis à fond. Super. Eh bien alors, j'attaque directement avec ma question pour toi. On a commencé à défricher le sujet qui est vaste et qu'on essaie justement, pour lequel on essaie d'avoir un angle actuel et aussi un peu de hauteur. Et grâce à toi, tu vas pouvoir nous donner cette bouffée d'air et cette hauteur que tu as prise en faisant un pas de côté. Tu es journaliste culinaire, tu es autrice de nombreux ouvrages de cuisine, on ne les compte plus, il y en a pas mal qui sont disponibles à la signature et à la vente dans l'espace librairie. Et tu es maintenant doctorante en sciences de l'information et des médias sur la question de la visibilité ou de l'invisibilité des femmes dans les milieux de la cuisine et de la gastronomie. Déjà, dans quel état d'esprit tu te trouves maintenant quand on parle de ces sujets? Est-ce que tu es résignée, en colère, confiante, sereine? Comment tu te sens? Au bout de 2 ans de doctorat, ça va beaucoup mieux. Ok. Si je suis allée voir les choses, faire le pas de côté dont tu parlais, c'est justement parce que la répétition perpétuelle des choses dans les médias et de voir que ça n'évoluait pas, parce que je suis assez vieille maintenant pour avoir vécu la situation depuis 15 ans et même dans mon enfance, le phénomène de répétition qui s'est passé à chaque fois qu'on a visibilisé la cuisine s'est reproduit en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment fait comprendre qu'on avait beau avoir des démarches volontaires, il y avait quelque chose de systémique qui résistait énormément dans le domaine de la gastronomie, mais comme dans tous les autres secteurs finalement. La cuisine, c'est pas une île, hein. On retrouve vraiment les mêmes problématiques que la société, comme l'évoquait Manon en fait, sur le management. Tu me parlais aussi de, quand on s'est appelé, tu me parlais de la perpétuation des stéréotypes. Et avec des grandes figures qu'on retrouve et qui se perpétuent. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors en fait, ma recherche, elle s'est articulée en 2 temps. D'abord, il y a eu une création de data, parce qu'en fait, on n'a pas de données sur les femmes chefs. Dès qu'on veut travailler sur l'historisation, moi, je travaille sur la période contemporaine, mais je fais appel à forcément des choses qui sont passées avant, au moment où le discours sur la gastronomie s'est constitué. Eh bien, il faut d'abord établir des indicateurs chiffrés. Et ça, mine de rien, compter, on n'avait rien. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est assez pénible de compter le nombre de couvertures de magazines, le nombre de présences de femmes. Il faut avoir des points de repère. Donc la première partie, c'est les datas et la deuxième partie, c'est la façon dont on parle des femmes quand elles sont professionnelles de la restauration. Et là, on voit apparaître des grandes figures. Alors, la plus connue, c'est la mère, la grand-mère. Ça, évidemment, on l'a à toutes les sauces. Sauce grand-mère, bien sûr. Vous l'avez même dans l'histoire de la cuisine, quand on dit les plats sauce bonne femme, à chaque fois ça me fait rire. Ou encore la tarte dans les grand-mère. manuels Vincent Morel de CAP, on a la sauce bonne femme. Hein, bien sûr, oui, j'ai eu à la faire. C'est pas très bon d'ailleurs, hein. Un peu pâteau. Et ça n'a rien à voir avec cette spécificité-là. Donc la mère, la grand-mère, c'est l'archétype initial finalement, celui qu'on nous colle tout de suite quand on disait « Oh, il n'y a pas de femme en cuisine ». « Oh ben si, les mères lyonnaises ». Bon, déjà, des maires, il y en a eu partout en France. Il y en avait en Île-de-France, il y en a eu dans le Sud, il y en a eu à Nice, il y en avait à Lille.
il y en avait en Bretagne. Donc en fait, des femmes dans la restauration, il y en avait plein, effectivement. Mais elle s'appelait mère parce que le chef, on ne l'appelait pas encore chef à l'extérieur. C'était une époque de la gastronomie où c'était les patrons de restaurants qui étaient plus connus. Et le chef, ce n'était pas une figure très médiatique, c'était une personnalité qui était reliée au monde du service, qui était, alors ça c'est pas de moi, hein, c'est des sociologues, ils appellent ça les professions de laquais, c'est-à-dire les professions au service, des professions de service, on dirait aujourd'hui en fait. Donc déjà la mère et la grand-mère, c'est vraiment lié au moment où il n'y avait pas la figure de chef qui était montée en opposition. Ensuite, la figure qui est une figure qu'on repère assez facilement, c'est la pionnière. La pionnière, c'est à chaque fois qu'une femme est la première à faire quelque chose. On en a des exemples tout le temps. Un récent, Naïs Pirolet, quand elle a été la première femme au Bocuse d'Or français, en 2023, il était peut-être temps, quoi. Voilà. Et ça posait question médiatiquement, parce qu'on nous disait, c'est super, il faut la traiter, il faut faire un article dessus. Mais quand même, on est en 2023, quoi. Donc c'est pas... 24 Non, quand elle a été le Bocuse d'Or était en 23. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa cuisine? Finalement, on va la médiatiser parce qu'elle est la première, pas en s'intéressant à ce qu'elle fait, à son parcours. On ne la traite pas comme un chef, on la traite d'abord comme une personne innovante. La personne innovante, ça appelle la révolutionnaire ou l'engagée, qui est l'autre stéréotype qu'on va retrouver aussi très régulièrement dans les années 70. Non, c'est des systèmes, hein, c'est pas des personnes, mais tu incarnes parfaitement cette chose-là, et c'est tout à ton honneur. Hein, on ne choisit pas d'être un archétype. Pour faire sa place, il faut innover. Et on assigne actuellement aux femmes la tâche d'innover en cuisine. Double peine quand même. La tâche d'innover et la tâche d'être engagée sur les sujets. De faire mieux, faire mieux que les hommes. Pendant ce temps, ils peuvent faire de la merde, mettre du plastique partout, pas manger des produits bio, des violences en cuisine. Il y a les femmes qui font ça, super. En fait, symboliquement, c'est la tâche du care dans la société qui est incarnée dans les cuisines. Mais pareil, c'est une figure qu'on va retrouver dans les années 70 déjà, où vous avez Dominique Rennes, par exemple. Son livre s'appelle « Mémoire d'une chef rebelle ». Ça dit bien. Moi-même, quand j'ai fait le guide avec Vérane Frediani, le sous-titre, c'est 500 femmes qui changent la donne dans les cuisines de France. En plus, non seulement il faut qu'on travaille, il faut qu'on cuisine, soit un resto, mais en plus, il faut qu'on soit super génial. C'est le cas. Évidemment. Maintenant, il y a le dernier, qui est l'évolution de la pionnière, et qui est un phénomène vraiment intéressant médiatiquement à souligner. C'est que la pionnière, à force d'être pionnière, elle devient femme d'exception. L'exemple le plus simple et le plus récent, c'est Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic, première 3 étoiles française depuis 52 ans, en 2007. Et puis elle continue à gagner des étoiles et elle est actuellement la chef la plus étoilée au monde. Deux super pionnières, elle devient femme d'exception. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on en oublie les femmes qui ont précédé. Parce qu'à chaque fois que ça arrive, on dit « Oh, elle est la première à faire ça ». Moi-même, quand j'ai commenté mon métier, on m'a posé comme question « Oh là là, tu ne serais pas la première critique gastro en France, il n'y a pas eu de femme avant toi ?» Je dis « Si, dans les années 70, et puis aux États-Unis et tout ». Et on les oublie. Et quand on voit Anne-Sophie Pic en 2007 les articles, y en a qui écrivent « Oh, il n'y a eu qu'une femme, qu'une 3 étoiles avant, la mère Brasier ». Et ils oublient la mère Bise, ils en oublient 2 autres, plus d'autres chefs. Donc à chaque fois, on recommence à zéro. On n'historise pas parce que, oh là là, une femme en gastronomie, c'est rare. Comme c'est rare, ça reste rare, vu qu'on entretient le discours de la rareté. Donc toi, avec ce travail de recherche, c'est aussi compiler les données, les diffuser une fois que ce sera... là, tu fais déjà... Merci de venir, parce que c'est aussi ce travail de diffusion de ces données de recherche qui, effectivement, n'existait pas, et d'autant moins en France. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a quand même une longueur d'avance là-dessus. C'est de l'anthropologie. Ouais. En fait, aux États-Unis, c'est les anthropologues qui ont travaillé sur le sujet de la gastronomie française, et ils ont des choses bien plus avancées que nous. Sur le sujet de la gastronomie française? Ah oui, Rachel Black, par exemple, qui est une anthropologue américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle « Chef de cuisine » sur les cuisines à Lyon, par exemple, qui est passionnant, et c'est le seul qui va clairement dire que elle dit que la gastronomie française est fermement enracinée dans la masculinité. Elle ne dit pas autrement. Toi, tu parles aussi, ce sera ma prochaine question, sur les masculinités, et justement d'avoir ce regard systémique que tu nous poses et qui permet aussi d'avoir
un peu de se dire, c'est le cas dans le secteur de la gastronomie, c'est le cas dans tant d'autres secteurs dont tu parlais, et l'idée c'est aussi de repenser les masculinités. Je voulais vous dire on va avoir quelques minutes de questions-réponses, donc préparez vos questions, je vais venir vous chercher dans l'assemblée avec un micro. C'est l'occasion de poser vos questions à nos 3 invités qui font le déplacement un dimanche gratuitement sur leur temps libre. Je rappelle que c'est aussi important de souligner que c'est précieux de vous avoir toutes les 3 un dimanche sur ce sujet. Rapidement sur la question de la formation, Manon, ça fait partie aussi, on aborde ces sujets de place des femmes dans la gastronomie depuis quelques années maintenant. C'est chouette d'avoir aussi des solutions, des pistes de solutions, des choses qui se mettent en place. Et notamment la formation dont tu parles. Toi, tu as cofondé avec Marion Gottlieb l'association Bondir, dans laquelle tu es toujours investie. L'idée de l'association, c'est de pouvoir sensibiliser dans les écoles hôtelières justement la prochaine génération de cuisiniers, de serveurs, de serveuses, de cuisinières sur les violences sexuelles et sexistes, de savoir qu'est-ce qui est de l'ordre du pénal, qu'est-ce qui est de l'ordre du harcèlement, de mettre des mots sur les actes que la plupart des élèves vivent en entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter un exemple d'intervention que vous faites, et aussi justement sur cette partie, la prochaine étape, c'est de former les professionnels de la gastronomie avec cette formation que vous êtes en train de développer avec Festin, si je ne me trompe pas. Donc en fait, on fait des interventions dans les écoles hôtelières qui durent à peu près 2 heures. En fait, on a choisi d'agir de la sorte pour se dire qu'on faisait changer les choses en s'adressant aux jeunes, donc aux jeunes qui sont en formation, qui sont aussi les futurs managers et qui vont rentrer dans le métier, pour leur donner en gros des clés pour savoir s'adapter à un système qui parfois dysfonctionne. Donc c'est une manière d'avoir une utilité pour se dire qu'on fait changer les choses en agissant. Donc on a construit un programme d'intervention où on revient sur des mécanismes de la violence, qui sont des mécanismes de la violence généraux, qui peut s'adresser, ça peut être de la violence conjugale comme de la violence dans la rue. Et on a repris ces mécanismes de la violence en les adaptant spécifiquement à la restauration, en disant voilà, typiquement, il peut y avoir il y a l'isolement par exemple. Vous pouvez retrouver, vous parliez du vestiaire tout à l'heure, dans un vestiaire qui est non mixte, vous pouvez vous retrouver isolé dans un vestiaire, quelqu'un peut fermer la porte, etc. Donc c'est des endroits auxquels il faut être vigilant, parce que c'est comme ça dans les restaurants, que souvent il y a beaucoup de proximité, etc. Promiscuité, pardon. Ça permet de décrypter et de leur donner vraiment des exemples précis de ce qui peut arriver avec des situations précises. Ensuite, on revient sur des définitions. Qu'est-ce que du harcèlement sexuel? Qu'est-ce qu'un viol? On s'aperçoit quand même que le public jeune auquel on s'adresse est très au fait de ces questions-là, parfois beaucoup plus que leurs professeurs ou que les gens qui vont les embaucher. Donc c'est assez facile d'interagir avec eux. Donc on les fait aussi, on leur pose des questions, on fait des quiz, etc. Et ensuite on revient sur le fait de venir en aide à une victime. Qu'est-ce qu'on fait quand on est victime? Comment on réagit? D'ailleurs on a une cellule d'écoute auprès de Bondir aussi pour les personnes qui sont en demande. Et on leur donne des armes pour réagir aussi si on fait face à une agression ou si on est soi-même victime d'une agression. Et aussi on replace le rôle de l'école, parce que je pense que pendant très longtemps les écoles ont été complices d'un système qui dysfonctionnait, et donc on rappelle pour les élèves le fait que les écoles sont responsables au cas où un stage se passe mal, et sont responsables notamment de replacer un élève dans un autre établissement, et sans le dire vraiment officiellement, parce que c'est pas vraiment le droit d'avoir de liste rouge, de boycotter les restaurants où ça se passe mal, ou alors de faire remonter au chef d'entreprise le fait que ça se passe mal. Donc ça permet d'avoir, je pense, une espèce de phare pour les étudiants aujourd'hui dans les écoles hôtelières, en disant il y a des nouvelles méthodes, il y a des endroits où ça se passe bien, parce que c'est ce qu'on leur dit aussi, c'est qu'on leur dit qu'il y a des restaurants où ça se passe bien, où il faut choisir aussi, il faut faire très attention dans son parcours
parcours à aller choisir et à poser les bonnes questions quand on va dans un stage, quand on fait un entretien de recrutement, et que c'est important parce que si on tombe sur la mauvaise entreprise, on peut être dégoûté du métier. Et surtout, ce qu'on veut, c'est que les gens continuent à faire ce métier parce que c'est un beau métier et qu'il faut qu'on fasse changer ce système tout en faisant en sorte que les jeunes restent dans le métier, quoi. Ouais. Je te vois hocher la tête, Estérelle. Tu abondes sur cette question de la transmission, de la formation. Qu'est-ce que toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Dans quelle mesure c'est ça la clé aussi du changement? Comme on a bien vu que ce n'était pas seulement des volontés personnelles, mais vraiment quelque chose lié à un système qui se perpétue et qui change de forme en fait. Tout à l'heure, j'ai parlé du chef. On a l'imaginaire du chef ad hoc. Je prends toujours l'exemple de Ratatouille, ça m'évite de dire Paul Bocuse, donc c'est beaucoup plus simple, mais du grand chef ad hoc. Mais il a pris d'autres formes. Quand on voit le chef barbu tatoué qui est représenté toujours, et quand on dit la jeune cuisine, on a participé nous-mêmes. Moi, je suis de la génération de journalistes qui a participé à ces mécanismes. Donc, en disant, il faut qu'on aborde la cuisine d'une autre façon, d'un autre angle. Est-ce qu'il ne faut pas au lieu de voir ça comme une starification perpétuelle du chef, par exemple, la mise en avant des équipes est fondamentale, puisque ça évite de faire reposer la pression médiatique sur une personne qui n'est qu'une personne humaine, finalement. On a le même problème avec les acteurs, on a le problème dans pas mal de secteurs, et ça pose la question de comment on parle de la cuisine, finalement. Est-ce que le discours gastronomique qui médiatise le chef comme une personne un peu divine avec un super pouvoir, un talent. Alors, souvent, on va médiatiser soit sur l'artiste, soit sur le grand technicien. Vous avez les deux pôles pour les hommes en général. Ce qui fait que les femmes vont vous dire « je ne suis pas une technicienne ». Ça, c'est une phrase... Et après, on démontre, on dit « non, tu as tes techniques ». C'est tes techniques, elles sont bien spécifiques. Beaucoup de femmes interviewées aussi. Il y a une prise en conscience qui se fait des femmes elles-mêmes dans ce secteur sur le discours qu'elles portent. Et je pense que c'est une mécanique très longue et qu'il faut continuer, qu'il ne faut pas lâcher. Parler aux jeunes, ça permet de... Il faut en parler, en fait. Et surtout, il faut en parler, pas contre nous. Moi, mon obsession, c'est que... Et là, je suis très contente ce matin, il y a des femmes, mais il y a des hommes. Moi, j'en ai marre de n'être interviewée sur ce sujet que par des femmes. J'aimerais que la prise de conscience soit générale en disant bon, la gastronomie, on a construit un bastion masculin, comme on dit en sociologie, on peut ouvrir la porte, on peut faire une table plus longue, et ça marche pour la diversité, ça marche pour l'inclusion. Il y a de la place. Montrons mieux ce qui se passe dans les cuisines, dans lesquelles il y a des hommes, des femmes, des personnes de toutes les couleurs. Merci. Juste avant de vous donner la parole, Alvina, sur ce sujet de la médiatisation et de la manière dont les médias et le rôle des médias, en étant aussi journaliste, toi, tu le vois de quel œil? Tu me disais que tu avais l'impression qu'il y avait vraiment une responsabilité médiatique sur le traitement de ces sujets et que la plupart du temps, c'était traité pas assez bien, pas assez tout court. Ça a été très longtemps pas traité, disons les choses très clairement. Mais parce que chacun avait son intérêt, le chef avait son article et le journaliste avait sa table gratos, pour dire les choses très franchement. Et que ça n'est toujours pas une thématique vendeuse. C'est-à-dire faire une enquête sur les violences en cuisine, clairement, c'est pas ça qui va faire vendre le papier. Donc ça reste compliqué. Et donc les rédactions n'acceptent pas ces sujets ou ne veulent pas se lancer généralement dans ces sujets-là. C'est un peu ça. Ça nuit même aux carrières des journalistes gastronomiques qui mettent le sujet sur la table. Oui, mais clairement. Donc c'est très compliqué de mettre en avant ces sujets-là, mais pourtant c'est fondamental. Et il faut aussi juste rappeler que le secteur de la restauration est un secteur où il y a un manque de main-d'œuvre, où c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de recruter. Entre 200 et 300 000 postes vacants encore dans nos métiers. On en parlera sur la table ronde juste après, donc restez. Et donc si on a du mal à recruter du monde, les restaurants vont clairement fermer et en fait c'est problématique pour le secteur, pour tout ce que ça c'est économiquement, l'image de la France, enfin bref, c'est pas que le côté aller manger. Donc si on ne change pas foncièrement le management et la façon d'exercer ce métier-là sur du moyen terme, enfin même court terme en fait, c'est problématique. Donc tout le monde a un rôle à jouer pour changer foncièrement les choses et pour qu'en fait ça aide tout le monde en fait. Merci. Qui aimerait poser une question, rebondir sur ce qui a été dit, apporter un élément? Alors,
Oui, bonjour. Je suis Franck Pinard-Barouste. J'ai monté à Tabula et Bouillante et je suis celui qui a lancé le sujet des violences en cuisine. Donc Estherelle, effectivement, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est qu'effectivement ça a nui un peu, entre guillemets, à mon média à une époque. Mais ce que je veux surtout dire, c'est qu'à l'époque, c'est en 2014, c'est que tous les chefs se sont serrés les coudes pour ne pas parler du problème. Je pense que 10 ans après, ça a un peu évolué. Mais il faut bien avoir conscience qu'en 2014, lorsque je sors le sujet, tous les chefs, sans exception, sont contre moi. Donc il faut juste souligner ça aussi, c'est que le monde des chefs lui-même s'est totalement refermé. Il y a eu des cabales contre moi à l'époque. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas très intéressant, mais sur le fond, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 10 ans, les chefs, eux-mêmes arrivés au sommet via le système des violences, a refusé absolument d'ouvrir le débat. Et on a fait une conférence avec le fooding Alexandre Camas à Sciences Po, devant 700 personnes. Ouais, j'y étais. Ok. Je m'en rappelle très bien. C'était glaçant. Et c'était glaçant. Voilà. Donc je n'ai pas à répéter ce qui a été dit ou entendu, mais il faut juste avoir conscience de ça. En 10 ans, je pense que ça a beaucoup changé. Manon en est en partie un exemple, mais il y en a d'autres, mais que partiellement changé. Mais avoir conscience de ça, que le monde lui-même s'est resserré les coudes pour ne pas ouvrir le débat. Vous voulez, Alors, Estherelle? en fait, il y a quand même deux choses. C'est que quand on médiatise la gastronomie, au bout de quelques années, on trouve des sujets sur les violences et les traitements machistes. Moi, j'étudie les années 70 et on le retrouve. On a des articles des années 70, la révolte des femmes contre les tocs phallocrates, par exemple, qui ne dit pas clairement le sujet des violences, mais quand on interdit aux femmes d'exercer un métier en disant vous comprenez, il y a des hommes à moitié à poil et ils parlent mal, ça dit bien quelque chose. Et c'était les années où le moment où moi je suis née, donc quand même. Donc en général, quand on médiatise la gastronomie, on fait rêver avec la figure des chefs, et puis après on commence à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur des cuisines. Et c'est là que commencent les problèmes, parce qu'on se rend compte qu'on a raconté une histoire qui ne correspond pas à un métier. On a raconté nous-mêmes journalistes, et les chefs ont intérêt à adhérer à ce mythe-là. C'est un peu le mythe du chef gastronomique français. Dès que vous les cornez, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour leur image personnelle, mais c'est dangereux pour l'image même de la gastronomie française, sur tout ce qui est gastrodiplomatie. Et ça se joue au niveau européen aussi. Quand vous voyez que ça s'est reproduit, par exemple au Danemark, on a des affaires très importantes en ce moment de violence en cuisine au Danemark, on les a en Espagne aussi. Eh bien, ça n'a pas tout à fait les mêmes résonances, il n'y a pas la même chape de silence, parce qu'on ne vous soupçonne pas d'en vouloir à la gastronomie française. Vous entachez un mythe. Et c'est là que ça devient dangereux, et ça explique les mécanismes que Franck soulignait, en effet. Quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? Merci. Bonjour, j'aimerais juste poser une question par rapport à la formation dans les écoles que vous proposez, ou l'intervention, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on dit. Je suis professeure et je me suis retrouvée confrontée récemment à une situation où la place de la femme était remise en question dans les cuisines, mais par rapport à la culture. Je vais prendre beaucoup de pincettes pour dire ça. Une situation où c'était un élève qui avait refusé d'effectuer une tâche ménagère et l'avait refilé à sa camarade par la notion de culture qui lui a été enseignée par ses parents. Et on a des solutions par rapport à ça, mais je ne trouve pas qu'elles soient très efficaces, parce que c'est le fondement même de la personne qu'il faut reprendre. Donc dans ces situations, est-ce que vous avez une solution à proposer ou des pistes de recherche qui pourraient m'aider ? Alors c'est un problème qu'on retrouve parce que ce n'est pas vu comme étant un apprentissage. Le fondement même de la cuisine et qui a isolé la représentation du féminin, c'est que les femmes naissent soi-disant en sachant faire la cuisine, vu qu'elles la font à la maison, 85%. Mais dans les cuisines professionnelles, jusqu'en 75, elles ne pouvaient pas avoir de CAP. Donc à la fois, vous naissez en sachant faire la cuisine, mais pas assez bien pour la faire au resto. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire. Parce que le métier de cuisinier n'est pas vu comme un métier sérieux. Donc on a eu cette discussion avec un de mes profs en CAP, parce que c'était un classique, celui-là. Il disait, moi je dis qu'on apprend la cuisine et on apprend à faire le ménage dans ma formation. Et que comme ça, je les évalue, je les forme, et je dis que c'est aussi important, et je reprends dès le départ. Mais effectivement, on a la même chose au niveau des tâches domestiques, où quand on lit les livres pour enfants, maman fait la cuisine, et papa est dans son fauteuil.
Ça se passe pas comme ça dans tous les foyers et on a tous un rôle à jouer. Mais effectivement, la cuisine, c'est pas une île, c'est un problème de culture qui nous traverse tous. Et peut-être même que ça résonne encore plus fort sur la sphère culinaire et professionnelle, parce que l'un renvoie à l'autre. L'opposition domestique-professionnelle, il fonde le métier même de cuisinier. Les femmes, elles cuisinent avec le cœur, parce qu'elles sont mères ou grand-mères. Il y a des guillemets dans tout, vous les entendez. Et donc, il ne faut pas les payer. Alors qu'un homme, c'est un vrai métier, dites donc, c'est sérieux, il faut les payer cher. Et quand on travaille à renverser ces phénomènes-là, là, ça devient beaucoup plus drôle. Je lisais que c'est 5% des femmes chefs étoilées en France. Et il me semblait, la dernière statistique, qu'on était assez à la traîne. En fait, alors dans le monde, on est à 5% de chefs 3 étoiles. Et puis après, il y a des chiffres sur les premières. Mais si tu veux un autre exemple, le dictionnaire des cuisiniers de Mesplède, on est à 5% aussi. Alors que les femmes, dans la restauration, c'est 35% selon la DARES. Et c'est moitié-moitié dans les formations. Oui, et dans les formations. Alors après, là, le phénomène de l'évaporation qu'on constate dans tous les métiers de décision, vous avez la même chose au niveau des cadres et des comités exécutifs, en fait. C'est qu'au départ, elles sont nombreuses, et puis plus on monte, moins il y en a. On va prendre une dernière question très rapide, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, ça me permet d'être dans les temps. Ok, merci beaucoup d'être venus, nombreux et nombreuses. Merci à toutes les trois, infiniment, d'être venus. Je vous invite à rester pour la suite. On va parler donc de recrutement et de management bienveillant. En tout cas, on l'espère. À tout de suite.